Bienvenue dans ce 8e épisode d'Histoire de France. Dans la dernière vidéo, nous nous sommes penchés sur l'incroyable épopée napoléonienne. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui s'est passé après. En 1815, Louis XVIII monte sur le trône et restaure la monarchie, mais une monarchie constitutionnelle. Comme je l'ai précisé dans la dernière vidéo, Louis XVIII, c'est pas un grand bosseur. C'est pas quelqu'un de très populaire. Il aime bien profiter du luxe, de la gastronomie et tout, mais en dehors de ça, il travaille pas énormément. C'est pas le roi qui va marquer le pays. Suite à sa mort, quelques années après, c'est Charles X qui va monter sur le trône, un autre frère de Louis XVI, et qui va tenter de restaurer une certaine autorité de l'État. Il va notamment signer les ordonnances de Saint-Cloud dans un objectif de renforcer considérablement le pouvoir royal. Sauf que bon, les Français, ils n'ont pas fait la Révolution française pour rien, ils sont tout de même sous une monarchie, ils veulent pas retourner à l'ancien régime. Donc en 1830, une nouvelle révolution éclate. Charles X abdique et ce sont les libéraux qui vont gagner cette révolution. Il faut savoir qu'en 1830, il y a un certain nombre d'acteurs. On se pose la question, est-ce qu'on veut retourner à une république? Est-ce qu'on veut une monarchie différente avec la dynastie des Orléans, plus progressiste au pouvoir? Ou est-ce qu'on veut un retour d'un Bonaparte? Enfin bref, il y a plein de questions qui se posent. Finalement, c'est Louis-Philippe de la dynastie des Orléans qui va monter sur le trône. Alors Louis-Philippe, c'est qui? Honnêtement. Louis-Philippe fait partie de la dynastie des Orléans, qui est une branche cadette des Bourbons, descendants de Louis XIII. Cette dynastie était notamment favorable à la Révolution française, en tout cas en partie, et il se démarque par une vision beaucoup plus progressiste que la dynastie des Bourbons. Louis-Philippe monte donc sur le trône, et il y a tout de même certains changements. Tout d'abord, le drapeau blanc qui était revenu en France sous le règne de Louis XVIII et de Charles X, on le dégage, et on remet le drapeau bleu-blanc-rouge, comme sous la République et l'Empire. Ensuite, Louis-Philippe n'est plus roi de France, mais roi des Français, qui est tout de même un peu différent. C'est une monarchie constitutionnelle, où le roi a tout de même moins de pouvoir, et on laisse plus de pouvoir au Parlement. En fait, ce Louis-Philippe, il essaye de faire une sorte de monarchie moderne, où on essaye tout de même de prendre quelques points de la République, bleu, blanc, rouge et tout le truc, et tout de même d'avoir un roi. Il essaye aussi, un peu comme l'avait fait Napoléon, mais d'une manière un peu différente, de faire un compromis. Il se veut le roi du peuple, un roi populaire, et qui effectivement, au début, est plutôt apprécié. C'est d'ailleurs le seul roi de France en activité que nous avons pu photographier. Regardez cette photo, je trouve ça quand même assez impressionnant et sympa de se dire qu'on a une photo du roi. Au début de son règne a d'ailleurs débuté la conquête de l'Algérie afin d'instaurer une colonie au nord de l'Afrique. Il va essayer de défendre l'ordre, le libéralisme, c'est lui qui va également créer la Légion étrangère, et c'est aussi lui qui va ramener la dépouille de Napoléon Bonaparte en France. En 1840, le tombeau de Napoléon défile sur les Champs-Élysées et passe sous l'Arc de Triomphe. C'est l'un des événements qui rassemble le plus de personnes de l'histoire, avec des centaines et des centaines de milliers de personnes. Certains historiens parlent même d'1 million de personnes qui assistent au retour des cendres de l'empereur. Victor Hugo témoignera d'ailleurs sur le sujet en démontrant le moment incroyable, populaire, qui a secoué la capitale en cette année 1840. Mais bon, Louis-Philippe, au bout d'un moment, il commence un peu à tomber en disgrâce. Les idées républicaines commencent de nouveau à avancer, et les résultats de sa politique ne sont pas toujours au rendez-vous. De plus, le retour des cendres de l'empereur va raviver cet esprit bonapartiste, favorable à Napoléon Ier. D'ailleurs, le successeur de Napoléon Ier est mort, Napoléon II il est mort en Autriche, mais par contre, le neveu, Napoléon III, le futur Napoléon III, lui est bel et bien vivant et compte bien jouer un rôle dans la politique française. En 1848, une nouvelle révolution éclate, Louis-Philippe abdique et enfin on se décide à changer de régime et à instaurer la Seconde République. À ce moment-là, il y a de très nombreuses révoltes et de très nombreux débats, notamment sur la question des drapeaux. Beaucoup voudraient que le drapeau rouge devienne le drapeau de cette nouvelle République française. Et à ce moment-là, la plupart des personnes sont d'accord avec ça. Mais il y a une personne qui n'est pas d'accord et qui va faire preuve d'un courage exceptionnel, un art oratoire fou pour défendre le drapeau tricolore. Cet homme, c'est Alphonse de Lamartine. Devant la foule parisienne, il va s'exprimer et je propose qu'on l'écoute. Si vous m'enlevez le drapeau tricolore, vous m'enlèverez la moitié de la force extérieure de la France. La France et le drapeau tricolore, c'est une même pensée, un même prestige, une même terreur au besoin pour nos ennemis. Citoyens, pour ma part, le drapeau rouge,
je ne l'adopterai jamais. Et je vais vous dire pourquoi je m'y oppose de toute la force de mon patriotisme. C'est que le drapeau tricolore a fait le tour du monde avec la République et l'Empire, avec vos libertés et vos gloires, et que le drapeau rouge n'a fait que le tour du champ de Mars, traîné dans le sang du peuple. De par ses engagements, il va préserver le drapeau français et réussir à instaurer, avec un certain nombre d'acteurs, cette seconde république qui se veut bien plus efficace que la première et que tous les autres régimes qui ont précédé. À ce moment-là, on se cherche un chef, un leader. On propose alors d'instaurer un suffrage universel masculin direct. C'est-à-dire que les Français vont pouvoir enfin voter. Avant, on avait certes des plébiscites qui étaient des sortes de référendums, mais là maintenant, on va avoir vraiment une élection présidentielle. En fin d'année 1848, on élit le premier président de la République française, et ce premier président, il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte, qui n'est autre que le neveu de l'empereur. Et ce Louis-Napoléon Bonaparte, il va tenter de moderniser le pays et il va être très populaire auprès des gens. Louis-Napoléon va moderniser l'État, il va notamment envoyer une petite campagne de soutien en Italie, une campagne militaire, et il veut restaurer l'influence française qui a été bafouée, mise de côté, étouffée depuis 1815 avec la victoire britannique et coalisée contre son oncle Napoléon. Pourtant, il faut savoir que Louis-Napoléon Bonaparte, il n'a pas exactement la même vision que Napoléon. Il veut pas relancer de grandes guerres en Europe, c'est pas son objectif. Ce qu'il veut, c'est agrandir l'influence française et faire de nouveau de ce pays une grande puissance. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, il y a quand même un problème, c'est qu'il veut faire plein de choses, et que dans la constitution de la Seconde République, on est président, on est élu président pour 4 ans. 4 ans non renouvelables. Du coup, Louis-Napoléon, il n'a pas trop le choix, il se dit, bon bah, je vais faire un coup d'état. En 1852, il fait donc un coup d'état et il change la constitution, comme l'avait fait son illustre ancêtre, par plébiscite, en proposant l'établissement d'un nouvel empire, le Second Empire, un empire beaucoup plus libéral et moderne. Les Français vont d'ailleurs largement l'approuver, il devient alors Napoléon III. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'histoire de France, avec notamment la période du Second Empire et la terrible guerre franco-prussienne.